Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouveau débrief, du coup, le débrief du Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de Monaco de Formule 1 qui s'est déroulé, du coup, dans les rues de Monte-Carlo. Autant vous dire que ça n'a pas été le Grand Prix de l'année, hein, bien sûr, c'était pas une fiesta totale avec la victoire donc de Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lando Norris. Salut à toutes et à tous dans le chat et également à vous qui vont regarder sur YouTube, soyez les bienvenus. J'espère quand même que ça vous a plu ce Grand Prix. Alors effectivement, c'était pas une course extraordinaire, mais il y a quand même eu des petits éléments de stratégie qui étaient assez intéressants. Et puis il y a quand même toujours cette beauté de voir les voitures dans les rues comme ça de la principauté de Monaco. Donc du coup, on y est. On y est avec ce rendez-vous qui n'a pas eu lieu, on vous le rappelle, en 2020. Alias qui demande, on peut débriefer les allusions bizarres de Marc Duet. Oui, hein, ça faisait partie intégrante de la course pour ceux qui ont regardé sur F1 TV et sur la RTBF, la télévision belge francophone. C'était assez terrible, hein, ce qui nous a fait Marc Duet, qui était en roue libre totale lors de ce Grand Prix de Monaco. Mais évidemment, alors d'habitude, je vous le fais dans l'ordre d'arrivée des pilotes, hein. Vous avez l'ordre qui est inscrit sur la droite de votre écran. Ici, je vais quand même un tout petit peu être différent. Je ne peux pas ne pas commencer en évoquant notre pauvre Charles Leclerc qui a fait la pole position déjà à domicile. C'est extraordinaire, évidemment, cette pole position de Charles Leclerc. Puis le crash terrible donc lors de cette qualification qui, alors, d'un côté, évidemment, empêche les autres pilotes d'améliorer leur chrono, donc c'est plutôt pas mal pour Leclerc. Mais malheureusement, dans un second temps, ça a fait que la voiture a été peut-être plus endommagée que prévu. Et un arbre de transmission qui a cassé sur la voiture de Charles Leclerc lors du tour de mise en grille. On a fait les vérifications du côté de chez Ferrari, mais vous savez, ce n'était que des vérifications plutôt visuelles parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose au niveau des vérifications. Et malheureusement, le Monégasque qui a été contraint de ne pas prendre le départ de son Grand Prix national du tout, alors qu'il était en plus en pole position chez lui. Alors Binotto semble indiquer au micro de Canal, on dit Tommy, que le problème n'était pas forcément lié au crash, que ça aurait pu aller même sans crash. Oui, je pense que c'est une manière aussi pas de se dédouaner, mais en tout cas d'essayer de trouver le bon côté, mais je pense quand même qu'il y avait des chances que ce soit plutôt l'accident qui ait causé ça. Même s'il a eu de la chance déjà de ne pas endommager son châssis dans l'aventure, excusez-moi. Mais donc, c'est assez terrible du coup pour Charles Leclerc. Et je peux pas ne pas l'évoquer, même si d'habitude je vous l'aurais évoqué en dernier puisqu'il n'a pas pris le départ. Mais ici, faut le dire, c'était assez compliqué pour Charles Leclerc, donc non partant de ce Grand Prix de Monaco, ce qui fait qu'on n'avait personne sur la première position, le premier emplacement de la grille de départ. Ça n'arrive pas très souvent, mais en tout cas ici, Max Verstappen en a parfaitement profité. Alors, c'était le Grand Prix de toute façon pour Verstappen. On savait que la Red Bull serait probablement très très bonne sur ce circuit de Monaco. Il l'a prouvé, hein, il a été très bon. Après, c'est toujours compliqué pour Verstappen à Monaco. 2019, il a réussi à faire un week-end plutôt bon et terminé deuxième, sur la piste, puisqu'il a terminé au pied du podium après sa pénalité de 5 secondes. Mais par contre, ici, il fallait pas faire d'erreur. C'était vraiment ça qui était le plus important pour Verstappen. C'était réussir à ne pas faire une seule faute, une seule erreur sur tout le week-end, et pas uniquement, si vous voulez, pas uniquement sur les qualifs ou sur la course. Il fallait vraiment faire le week-end complet, et il a réussi. Il remporte ce Grand Prix de Monaco où il n'a pas véritablement été inquiété. Alors certes, il y a eu Sainz à un moment donné qui revenait, également Bottas qui revenait un petit peu en début de course, puis ensuite il s'est laissé tomber dans le classement un petit peu. Il y a eu Sainz, mais je pense que simplement, c'est Verstappen qui a géré son avance, et une fois qu'il avait encore 3 secondes d'avance sur Sainz, il se disait ça ne valait pas le coup de continuer de pousser sans trop de raison. Le trafic aussi était à gérer, finalement il gagnait avec 9 secondes d'avance sur Sainz, donc très très bonne épreuve et très bonne course de Max Verstappen qui prend pour la première fois de sa carrière, c'est important, la tête du championnat du monde des pilotes, puisqu'on va parler de celui qui est désormais son dauphin, on en parlera tout à l'heure. Il termine 7ème, Lewis Hamilton, sur ce Grand Prix de Monaco après un week-end calamiteux. Mais en tout cas, la victoire de Max Verstappen, elle est propre, elle ne souffre d'aucune contestation possible. Tout comme la deuxième place de Carlos Sainz, finalement, aujourd'hui. Très très bonne deuxième place de Carlos Sainz, qui égale, bien entendu, son meilleur résultat en Formule 1. Et évidemment, après le résultat qu'il a obtenu l'an dernier à Monza, derrière Pierre Gasly,
Il a été très bon, hein. Carlos Sainz, faut le dire, super week-end. Alors évidemment, en qualif, il n'était pas au niveau de Charles Leclerc totalement, mais honnêtement, il faut commencer aussi à remarquer que c'est peut-être le meilleur en qualif avec Hamilton, hein. L'ami Charles Leclerc, il est extraordinaire en qualification, il a toujours allé chercher ces 2-3 dixièmes qu'il manque, mais Sainz était présent, il était là, il part 4ème, donc 3ème avec la pénalité de Leclerc. Il profite évidemment de l'abandon de Bottas devant lui, il termine 2ème, il n'y a pas eu une faute de tout le week-end, il avait quand même un bon rythme parce que voilà, il a pu, au moins en fait, même si Verstappen gérait sans doute devant, il a au moins pu, si vous voulez, potentiellement mettre la pression. Voilà, il suffisait du coup, Verstappen, s'il avait 9 secondes d'avance, il pouvait se permettre une petite erreur, un petit quelque chose, il pouvait encore s'en sortir. Là, par contre, ça devenait plus compliqué si vous n'aviez que 3 secondes d'avance. Donc bien joué, véritablement. Pour Carlos Sainz, 2ème de ce Grand Prix, et c'est super. Ça prouve que chez Ferrari, ils ont eu raison aussi d'engager Carlos Sainz. On n'était pas forcément sûr, mais voilà, il fait le job, il fait le taf, et c'est de ceux qui ont changé de monoplace celui qui se débrouille le mieux, je trouve, depuis le début de la saison, et donc c'est pas un hasard du coup de le voir terminer au 2e rang, mesdames et messieurs, 2e donc de ce Grand Prix. Superbe Grand Prix donc de Carlos Sainz. Lando Norris 3ème avec la McLaren Gulf, ça aussi formidable bien sûr de voir Lando terminer au 3e rang. Il prouve encore une fois qu'il est largement le meilleur des autres, je veux dire, derrière les Red Bull et les Mercedes, et encore que voilà, il est 3ème du championnat, il est devant les 2e pilotes Red Bull et Mercedes. Lando Norris, il fait une superbe saison, encore un podium pour lui cette année. Il a très bien géré le retour de Perez à la fin, voilà, un petit peu en délicatesse avec ses pneus, mais il a été encore sublime. Il a vraiment, ce week-end, éclipsé Daniel Ricciardo de A à Z. On le voit dès les qualifs, évidemment, où il se qualifie 5ème. Ricciardo ne parvient même pas à voir la Q3. Il porte totalement cette équipe, et c'est super impressionnant, en fait, de voir ça. Lui et Ocon, hein, si vous voulez, pour les deux, pour moi, ils prouvent, en fait, alors que c'était pas forcément gagné, on avait peut-être des idées sur ces pilotes-là qui étaient des jeunes pilotes, est-ce qu'ils auraient la carrure pour porter leurs équipes ? Oui, ils l'ont, cette carrure, et ils le prouvent ici, Lando Norris, avec cette très très jolie 3ème place. Le podium donc pour McLaren avec leur livret spécial, leur fameuse livret Gulf, qui a permis à Lando Norris d'être bien vu pendant tout le Grand Prix, et donc de terminer au 3e rang. Devant, en plus, et tu fais bien de le dire, Valkyrian dans le chat, mais il met un tour quand même à Daniel Ricciardo, donc c'est vachement top. Et alias, je suis un petit peu d'accord avec toi, en fait, Norris, en fait, c'était son côté streamer et son côté très excentrique, mais extraverti comme ça. Pour moi, ça le desservait un petit peu. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire oui, il parle, il rigole, machin, mais est-ce qu'il répond en piste ? Non. Et en fait, là maintenant, il le prouve, et en piste, c'est un extraordinaire pilote aussi, Lando Norris. Donc vraiment, bravo aux Britanniques. Bravo aussi à Sergio Perez. Alors Sergio Perez, lui, il faut quand même souligner la mauvaise qualif. Il part 9ème. En tout cas, il se qualifie 9ème. Quand je dis il part, vous avez compris, les amis, que c'est sur les résultats des qualifs. Mais tout le monde avait gagné une place sur cette qualif de départ, évidemment. Mais voilà, il fait 9ème en qualif. Et c'est là, aujourd'hui, il a montré vraiment pourquoi il est là chez Red Bull. C'est-à-dire que sur une piste où l'overcut était quand même assez intéressant, il faut le dire, l'overcut était une bonne stratégie, il a pu amener ses pneus tendres jusqu'au 35e tour. Et c'est exactement là qu'il est allé chercher cette 4ème place, si vous voulez. C'est vraiment sur ces tours-là. Il a été excellent, Sergio Perez, en course. Après, il faut le dire, c'était vraiment pas terrible en qualif. Encore une fois, il fait partie de ces pilotes qui changent de monoplace. Mais comme le prouve Carlos Sainz, on peut s'en sortir. Et surtout, moi, je vais commencer à vous dire, on arrive au 5e Grand Prix. Les pilotes commencent à avoir vraiment... ils commencent à prendre la mesure de leur monoplace. L'excuse maintenant d'avoir changé d'équipe, ça ne va plus tenir. Ça ne va plus tenir du tout. Donc, voilà, il va falloir commencer à performer de manière constante. Mais Perez, voilà, il a quand même réussi avec cette belle stratégie à terminer 4ème. C'est très bon pour Red Bull. Ça fait des gros points pour l'écurie Red Bull, qui est en tête maintenant également du championnat du monde des constructeurs. Donc ça, c'est super, super important, bien sûr, pour cette équipe. Voilà, la lutte entre Red Bull et Mercedes est vraiment engagée. Et ça fait évidemment très plaisir à voir. Et puis, il savait vraiment chez Red Bull que c'était le Grand Prix où il fallait absolument performer, parce que on sait que sur les pistes un peu plus sinueuses, la Red Bull a cet avantage qu'elle a toujours eu, parce que voilà, elle est intrinsèquement, elle a plus d'appui, elle crée plus d'appui aérodynamique, donc c'est très bon évidemment pour des circuits comme Monaco. Cette fois-ci, il ressort de là avec la tête du championnat, des deux championnats d'ailleurs, donc ça a fonctionné comme il le fallait.
Sébastien Vettel 5e, superbe. Là aussi, on a fait une très très bonne stratégie du côté de Sébastien Vettel, un joli overcut qui lui a permis de passer Gasly et Hamilton. Et il termine 5e. Et là aussi, beau week-end de Sébastien Vettel, parti 8e, qui termine donc 5. Enfin, en tout cas, qualifié 8e. Mais vraiment, ça fait plaisir, mais vraiment plaisir de voir le Sébastien Vettel qu'on avait perdu depuis plus d'un an maintenant. On le retrouve, ce Sébastien Vettel, Sébastien qui voilà, commence peut-être aussi à comprendre cette voiture. Et c'est assez rigolo de voir qu'il y a quelques pilotes, en fait, j'ai l'impression, sur ce week-end, qui ont eu un déclic avec leur monoplace, mais sur un circuit comme Monaco, qui est quand même un circuit extraordinairement compliqué, et où il faut avoir une confiance absolue en sa monoplace. C'est peut-être là, finalement, que je m'attendais à ce que les pilotes aient le plus de difficultés. Et finalement, on a Sainz 2e, Perez 4e, Vettel 5e. Il s'est pas laissé faire du tout contre Gasly, avec cette superbe manœuvre qu'on n'a pas vue. On salue bien évidemment le réalisateur de TMC, parce que c'est pas la FOM qui fait la réalisation du Grand Prix de Monaco. Catastrophique, cette réalisation absolue, c'est-à-dire que quand même, moi je suis désolé, on a Vettel qui ressort des stands juste devant Gasly, ils sont côte à côte dans la montée vers le casino. Deux choses peuvent arriver. Dans tous les cas, de toute façon, il y en aura un des deux qui sera devant, ou alors il y a un terrible accident parce qu'ils se percutent. Non, on a préféré nous montrer un replay de Lance Stroll qui faisait du saut de vibreur. Incroyable, incompréhensible cette réalisation. Puis ensuite, quand on vous montre le replay, on change pour remontrer Perez qui rentre au stand. Bref, c'était absolument n'importe quoi, il faut le dire. C'était une catastrophe absolue, cette réalisation. Mais on a l'habitude, évidemment, chaque année. Le Grand Prix de Monaco, en plus, n'est pas du tout le Grand Prix le plus passionnant. Et en plus de ça, c'est le Grand Prix le moins bien réalisé. Donc vraiment, il y a absolument tout. Mais tout est fait pour que ce soit une catastrophe à suivre, et ça l'a été. Donc vraiment, c'est navrant. Mais en tout cas, ce qui n'est pas navrant, c'est cette belle 5e place de Sébastien Vettel, qui a encore une fois pris la mesure de Lance Stroll sur ce week-end. Et voilà, moi je l'avais peut-être un petit peu enterré, mais il faut dire ce qui est. Il revient. Maintenant, il faut que ça dure, en fait, sur la saison. Parce qu'il peut avoir, évidemment, des coups d'éclat, mais là, ça fait 2 week-ends où il y a une bonne dynamique, je pense, chez Sébastien Vettel. Donc, à voir, et il y a moyen de faire des belles choses pour le pilote allemand maintenant, s'il arrive à vraiment s'habituer à cet Aston Martin qui s'améliore, il faut le dire. Voilà, maintenant 5e à Monaco, c'est une belle performance. Elle s'améliore sans s'améliorer, c'est-à-dire qu'avant on les avait quasiment toujours en Q3, maintenant c'est plus toujours le cas, mais voilà, vous comprenez, j'ai l'impression quand même que les pilotes arrivent un peu plus la piloter, et que voilà, on a une compréhension accrue de cette monoplace, donc bien joué de la part de Sébastien Vettel. Pierre Gasly 6e, très très joli Grand Prix de Gasly, et puis en plus, on a très bien géré la stratégie aussi chez AlphaTauri. On n'a pas été pris au piège par l'undercut de Mercedes derrière, et donc du coup il a réussi à rester devant Lewis Hamilton pendant tout le Grand Prix. J'ai vu des gens qui disaient, et c'est un peu ça, c'est vrai, Lewis Hamilton a un petit peu compris ce qui est arrivé à David Coulthard avec Enrique Bernoldi en 2001. C'est vrai que c'est un petit peu ça, il est resté coincé derrière une voiture en théorie plus lente, mais c'est aussi le jeu de Monaco. Il termine quand même avec une seconde 3 d'avance sur Hamilton, donc ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Et donc bien joué. Vraiment, pardonnez-moi, il termine avec 14 secondes d'avance sur Hamilton qui a fait un arrêt en plus, mais il termine à une seconde 3 de Vettel. Évidemment, une fois qu'il était derrière, c'était très compliqué de dépasser, mais bien joué en tout cas Pierre Gasly qui enfin fait une vraie belle perf, et ça fait plaisir parce que voilà, il y avait toujours quelque chose qui faisait que son week-end n'était pas bon, véritablement. Là au moins, il a fait un week-end plein, il termine 6e. Ça fait un très bon week-end enfin pour AlphaTauri, sur l'un des deux pilotes en tout cas. 7e place de Lewis Hamilton, là évidemment, la terrible week-end pour le champion du monde, qui a juste été absent. Il a été absent pendant 4 jours, entre guillemets, mais pendant 3 jours là. C'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que on n'a pas vu de tout le week-end. Il s'est qualifié en 7e position, Lewis Hamilton, ce qui est évidemment pas habituel, et c'est en fait. Je peux entendre que oui, la Mercedes était moins bonne ce week-end, mais par contre, Bottas lui a fait le taf. Donc, c'est Hamilton qui n'était pas assez dedans ce week-end, ça arrive, mais par contre, ça lui fait perdre la tête du championnat à son équipe aussi. Donc là, c'est un petit peu problématique. Après, effectivement, c'est rare que Hamilton, c'est souvent à partir de la mi-saison qu'il fait la différence, nous dis-tu. C'est tout à fait vrai, mais quand même, il faut pointer ces Grands Prix un peu plus difficiles pour Lewis Hamilton, et c'est sur ces Grands Prix que Max Verstappen doit s'imposer, et c'est ce qu'il a fait. Hamilton a tout de même pu aller jouer le meilleur tour, donc au moins il marque 1 point de plus, et c'est déjà pas mal, mais on l'a vu très frustré avec cette stratégie, avec son ingénieur Bono aussi. Il y a eu des messages quand même très durs à la radio. Voilà, il n'y a pas eu aujourd'hui du tout cette clarté dans les messages, et si vous voulez, cette confiance réciproque entre deux parties a été vraiment brisée aujourd'hui. Mais on le sait que ça peut arriver assez souvent. Lewis Hamilton qui met très régulièrement en doute les choix de son équipe avant finalement de claquer des super temps. Donc il reviendra, il n'y a pas de souci, mais en tout cas,
mauvais week-end pour Lewis Hamilton, il faut le signaler. Lance Stroll 8ème, écoutez, il a fait un petit peu tout ce qu'il a fait, hein, tout ce qu'il a pu. En tout cas, il a pris tous les vibreurs possibles, Lance Stroll, pendant ce Grand Prix, mais ça fait 2 Aston Martin dans les points, ça fait une belle 8ème place. Donc bien joué aussi pour Lance Stroll. Alors effectivement, Manu, il aurait sans doute dû évidemment prolonger son relais, mais voilà. Alors ça, c'est vrai quand même qu'il y a une chose, moi, qui me turlupine un petit peu sur Monaco chaque année, c'est que continuellement, mais vraiment continuellement, et Stroll a fait une super stratégie, pardonnez-moi, mais j'ai oublié de dire ça, mais il fait une super stratégie, il s'arrête au 58e tour pour changer ses hards, enfin voilà, c'était très malin de la part d'Aston Martin, et c'est ce qui lui permet de faire 8e, et vraiment, il a largement fait le taf. Mais chaque année, en fait, tout le monde se fait piéger en tentant un undercut à Monaco, tout le temps. Alors oui, évidemment, s'il y a une voiture de sécurité, ça peut être pratique, mais il y en a de moins en moins. Et je comprends pas que plus de pilotes ne tentent pas l'overcut, justement, tenir le plus longtemps possible en piste, parce que c'est toujours ce qui fonctionne. On se rappelle de Ferrari en 2017 ou 2018 avec Vettel et Raikkonen. Raikkonen qui s'est arrêté en premier, Vettel qui a continué 10 tours de plus et qui a remporté le Grand Prix. Donc voilà, c'est un peu... Et effectivement, Louis, alors, par contre, lui, comme tu le dis, s'il avait prolongé son relais, qui dit que Gasly se serait arrêté avant? Voilà, il y a beaucoup d'inconnus sur ça. Il y a forcément quelqu'un qui doit s'arrêter en premier, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'était pas forcément... je suis pas sûr, en fait. Avec l'historique de Monaco, je me dis, l'undercut, c'est plutôt le pilote de tête qui devrait le tenter, entre guillemets, en tout cas, être le premier à s'arrêter, parce que voilà, parce qu'historiquement, on sait que c'est l'overcut qui marche mieux. Donc, le tenter comme ça sur un coup stratégique, c'est un peu particulier, c'est un peu étonnant. Mais... c'est aussi chouette parce que ça permet d'avoir des résultats parfois un petit peu surprenants. Esteban Ocon qui termine 9ème. Alors il y a eu un beau départ d'Esteban Ocon, hein. Il était vraiment bien parti. Le pilote Alpine, il s'était retrouvé à la bagarre avec Perez, hein, si je dis pas de bêtises. Puis ensuite il a reperdu sa place et la place face à Giovinazzi. Il parvient tout de même à terminer devant le pilote italien de chez Alfa Romeo. Ocon, c'est clairement lui maintenant qui gère la barque chez Alpine. L'Alpine qui n'était pas tout à fait à l'aise, hein, dans ces rues de Monaco, mais quand même Ocon est parvenu à se hisser presque en Q3 et au moins voilà, il a pu terminer dans les points et ça c'est très 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 important bien sûr. Voilà, comme tu dis Tommy, bon les stratégies c'est encore voilà, hein, c'est compliqué bien sûr, mais c'était compliqué. Par contre, moi je dois quand même avouer que il me fait plaisir, ce Esteban Ocon. Il a encore mis à l'amende Fernando Alonso ce week-end, et c'est très bien pour lui. C'est-à-dire que c'est vraiment l'année où il doit s'affirmer face à un pilote dont on sait, il y a une notoriété publique évidemment, qu'il est ingérable et invivable, et qu'il a tendance vraiment à bouffer un petit peu toute l'équipe et à essayer de la centraliser autour de lui. Bah voilà, il faut s'affirmer, il faut montrer non mon coco, toi tu restes à ta place. Si c'est moi qui fais les meilleurs résultats, c'est vers moi qu'on va se tourner pour développer cette voiture et tout ça. Donc c'est un très très bon pilote, hein, Esteban Ocon, ça on n'avait pas de doute, mais en tout cas maintenant là-bas, il prend cette dimension, cette taille patron, qui était très importante pour le Normand. Giovinazzi et Raikkonen qui font 10 et 11, c'est très bon, hein, pour Alfa Romeo, ça fait plaisir de les voir là. Un petit peu surprenant, moi j'avoue que ces dernières années, l'Alfa Romeo c'était plutôt un dragster, c'est-à-dire que en termes d'appui aérodynamique, il n'y avait pas grand-chose sur la voiture, et ben là pourtant sur le circuit où l'appui doit véritablement compter le plus, et ben ça fonctionne, et ça a bien marché ce week-end. Giovinazzi qui monte en Q3, donc ça c'est vraiment, vraiment sympathique. Alors on me dit mais pas de point pour Alpha, qu'est-ce qui s'est passé avec Alpha? Du coup, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a eu une péna pour Giovinazzi? Est-ce que j'ai mal vu? Et pour Raikkonen aussi, ce serait un peu étonnant. Parce que moi j'ai bien 10 Giovinazzi, 11 Raikkonen. Hop, je vais voir si je ne dis pas de bêtises quand même. Ce serait tellement 10e et 1 point pour Alfa Romeo. J'ai eu peur. Mais en tout cas, voilà. Beau week-end des Alfa Romeo. Et Giovinazzi, Giovinazzi continue à vraiment montrer qu'il a de quoi faire. Alors Raikkonen est toujours très bon en course et ça c'est quand même très pratique pour cette équipe parce qu'ils peuvent compter sur Raikkonen, mais ils peuvent aussi vraiment compter maintenant sur Giovinazzi. Et je pense que l'Italien va pouvoir conserver sa place, hein, dans cette équipe. On n'arrête pas de parler de lui comme celui qui devrait la perdre, mais je vois pas vraiment pourquoi. Parce que voilà, il arrive à se montrer quand même largement au niveau d'un Raikkonen. Un Raikkonen qui évidemment à l'âge de 97 ans, c'est compliqué évidemment, mais quand même, ça reste un ancien champion du monde. Ça reste quelqu'un qui est pas mauvais. Il lui fallait juste du temps, Giovinazzi, parce que ses premiers départs en 2017 étaient assez calamiteux. Mais il lui fallait juste du temps pour se développer et il a réussi à trouver ça dans cette écurie Alfa Romeo et ça c'est super important pour lui et je pense que c'est un pilote d'avenir, pas forcément évidemment pour devenir champion du monde, mais pour être un bon second ou un bon leader d'écurie de milieu de plateau. Je pense que Giovinazzi a de quoi faire le taf, donc bien joué pour le pilote italien.
Daniel Ricciardo qui termine 12e, ça c'est plus dur quand même à Ricciardo qui a vraiment été aussi un peu transparent tout le week-end et c'était complexe. Hein. C'était très 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 compliqué pour Daniel Ricciardo. Voilà, hein, il n'est toujours pas tout à fait à l'aise avec cette monoplace. On sait encore une fois quand on n'est pas tout à fait à l'aise dans les rues de Monaco, c'est pas facile. Mais ici, voilà, hein, c'est compliqué. Alors Valkyria, tu nous dis Jojo est lent, mais il progresse. Non, moi je suis désolé, on peut pas dire qu'il est lent. Il s'est qualifié 10e avec l'Alfa Romeo. Je veux dire, il met à l'amende Raikkonen tous les week-ends en qualif. Alors oui, Raikkonen, c'est pas un foudre de guerre comme il l'était à l'époque. Enfin, arrêtons, quoi. Il a largement sa place, hein, parce que pour certains, c'était lui le plus mauvais avec Latifi sur la grille. Moi, je suis pas d'accord, c'est un bon pilote, Giovinazzi. Mais en tout cas, voilà. Bon, Daniel Ricciardo, c'est un bon pilote aussi, bien évidemment. Va falloir qu'il trouve le mode d'emploi de cette McLaren. Par contre, le truc très positif, c'est que je me fais pas de doute là-dessus, en fait. C'est-à-dire que il a mis beaucoup de temps à trouver le mode d'emploi de la Renault. Mais une fois qu'il l'avait, ça a fait des podiums l'an dernier, ça a été absolument top. Donc très très important les prochains Grands Prix pour lui. Mais voilà, il va... Ah oui, il était lent, oui pardon, Valkyria, j'ai bien compris effectivement maintenant. Oui, il était lent dans le sens, il a pris du temps pour s'y arriver effectivement, pour arriver à ce niveau-là. Bon, Fernando Alonso 13e, alors lui ça devient encore un petit peu compliqué. Alors je continue d'aimer quand même le nouveau Alonso qui continue d'avouer d'une certaine manière quand même que voilà, hein, c'est compliqué pour lui et que le retour est un peu difficile. Maintenant voilà, c'est aussi un pilote qui doit reprendre du rythme. On a vu Ocon, début de saison dernière, il revenait en Formule 1, c'était pas bon non plus. Enfin voilà, on sait que revenir en Formule 1, c'est pas non plus très simple. Et donc voilà, l'important pour lui, c'est qu'il sait qu'il y a 2022. Cette année, c'est vraiment l'année pour remarquer toutes les faiblesses, les cocher et pouvoir travailler dessus en vue de 2022 où potentiellement Alpine peut remonter dans la hiérarchie. Donc ça, c'est très important, je pense, pour Fernando Alonso. Maintenant, on ne peut pas ignorer véritablement le fait qu'il n'est pas, qu'il n'est pas dedans en ce moment. Il n'a pas été bon, encore une fois, hier en qualif. Il y a eu ce changement de direction assistée qui aurait dû l'aider. Bon, ça n'a pas eu l'air de l'aider des masses. Donc voilà, pour l'instant, quand même, c'est pas un bon retour pour Fernando Alonso, mais ça ne fait que 5 courses et il a raté les 2 dernières saisons de Formule 1. Donc il n'y a pas que du bon, hein, évidemment, pour l'instant, chez Fernando Alonso. Senna, juste dans le chat, si on pouvait arrêter de cibler un seul pilote et de... Voilà, enfin bon, je sens qu'il y a de la haine, en fait, derrière, donc arrête un peu avec tes bêtises, merci. Mais du coup, voilà. En tout cas, Alonso, pour l'instant, il est derrière Ocon. C'est un fait, c'est indéniable. Il va falloir se reprendre, bien évidemment, mais voilà. Un retour en Formule 1, ça n'est jamais facile. Ocon n'avait raté qu'une saison. Il a eu du mal quand il est revenu chez Renault au début de l'année. Donc ça devrait être sans doute pareil un peu pour Alonso. Les deux Williams qui font 14 et 15, George Russell et Nicolas Latifi. Écoutez, voilà, hein, un Grand Prix, ma foi, pour les Williams qui a été, ma foi, assez normal. Alors Russell, bon, bah, c'est encore bien en qualif, hein, comme d'habitude. C'est un peu moins bon en course, mais voilà, moi je n'ai pas trop suivi effectivement ce qu'ils ont fait chez Williams. À un moment donné, on fait un petit peu ce qu'on peut avec cette monoplace de fond de peloton, mais il faut évidemment saluer le 750e Grand Prix de Williams en Formule 1 avec cette jolie modification de livret qui était assez sympathique à voir. 750 Grands Prix, hein, c'est une écurie quand même qui a une longévité assez impressionnante. Il n'y a que McLaren et Ferrari qui devancent d'ailleurs cette équipe, et on a fêté évidemment chez McLaren aussi les débuts de l'équipe en Formule 1, c'était il y a 55 ans, en 1966. Hein, cette semaine, vous l'avez vu, si vous regardez mes petites vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube, avec les débuts au Grand Prix de Monaco 1966. Donc, pour McLaren, Yuki Tsunoda 16e, bah écoutez, bon... il a eu, alors lui aussi, par contre, quand même 65 tours avec ses pneus durs jusqu'à son arrêt au stand, donc ça, c'est très très bon pour Yuki Tsunoda. Il a un peu, voilà, il est dans le dur en ce moment et il va juste falloir attendre, en fait, vraiment qu'il y ait ce déclic de nouveau. Alors oui, il était très confiant et ça, c'était évidemment le problème. Il était très bon en essais hivernaux, très confiant sur le premier Grand Prix. Donc forcément, voilà, ça lui a donné un mauvais sens de confiance vraiment à la monoplace. Et maintenant que c'est un peu plus difficile, il est dans le dur. Mais il faut revenir juste avec un déclic sur un Grand Prix et ça se passera bien, je pense, pour Yuki Tsunoda. Effectivement, comme tu le dis, Manu, il s'est pris une rouste de Helmut Marko jeudi soir. Il allait lui souffler dans les bronches et donc il a joué la prudence. Il a découvert d'ailleurs il n'y a pas très longtemps aussi, il y a une dizaine de jours après Barcelone, qu'on roulait le jeudi à Monaco, parce qu'évidemment il n'a jamais roulé sur cette piste, hein, c'est sa toute première fois, lui, sur ce tracé. Donc au moins il termine, il n'a pas mis la voiture dans le rail, c'est important pour Yuki Tsunoda, mais va falloir trouver ce déclic sur l'une des manches à venir quand même, je pense. Ce serait plutôt sympathique.
David qui me demande, Pierre, il surconduit l'AlphaTauri, tu en penses quoi de son début de saison? Écoute, moi c'était le début de saison des occasions manquées. Là au moins pour la première fois il fait un week-end plein, un week-end où il met tout bout à bout et il termine 6ème, donc il prouve vraiment qu'il y a encore ce Pierre Gasly de 2020 qui arrivait toujours à chercher vraiment dans les retranchements de cette monoplace et à l'élever de 4 ou 5 places peut-être par rapport à ce qu'elle pouvait réellement faire. Donc ça c'est toujours très bon et très important bien sûr pour Pierre Gasly. Et enfin, les deux dernières voitures à l'arrivée, bon, bah, c'est pas une surprise non plus, mais ce sont les Haas. Et déjà, les Haas ont terminé, c'est déjà une très bonne chose, bien sûr. Bon, ça a été terrible hein, pour elle de gérer, pour Nikita Mazepin et Mick Schumacher, pour gérer le trafic pendant ce Grand Prix. C'était un enfer à vivre absolument. Il faut quand même le dire, Mazepin ne fait pas un mauvais week-end. Pas du tout. Celui qui a démoli la voiture en essai libre 3, c'est pas lui, c'est Mick Schumacher. Il termine devant son équipier aujourd'hui. Voilà, bref, honnêtement, ils finissent certes à 3 tours les deux, et voilà, il fallait pas s'attendre à grand chose, mais Mazepin ne fait pas un mauvais week-end. Peut-être que c'est le déclic, peut-être que voilà, alors ce serait fou que ça arrive sur un circuit comme Monaco, mais peut-être que c'est là où ça va peut-être lui lancer sa saison justement et qu'il va pouvoir un peu mieux se défendre sur les prochaines courses. Mais en tout cas, voilà, du côté de chez Haas, je pense que Gene Haas vient de passer son petit coup de fil à Gunther Steiner qui a dû lui dire écoute, voilà, on a perdu 500 000 dollars samedi matin, mais là on n'a rien perdu du tout. Donc c'était assez sympa. Donc Mazepin et Mick Schumacher 17 et 18e. Et puis le seul abandon de ce Grand Prix, parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas habituel, évidemment. C'est pas habituel du tout avec Monaco, mais Valtteri Bottas, l'abandon, alors là c'est l'abandon un peu gag, terrible, mais donc eh bien il y a eu un petit souci, effectivement, il est rentré au stand et puis on n'a pas pu enlever le pneu avant droit sur cette Mercedes. C'est un peu dommage parce que il n'y avait pas un rythme qui était minable non plus face à Max Verstappen. Ça aurait peut-être permis de pousser un petit peu Red Bull dans ses retranchements, mais Bottas, malheureusement, c'est vraiment de la poisse pure, quoi. C'est-à-dire que pour une fois, il fait un week-end où il était devant Hamilton de bout en bout, et c'est lui qui a tenu la marque, hein. C'est-à-dire que si vous ne pouvez compter que sur Hamilton ce coup-là, vous voyez ce que ça donne, ça fait une 7ème place, donc c'est pas top, avec certains points en plus, mais du coup, Bottas, là, c'est vraiment terrible, et Manu nous le dit en chat, Toto Wolff a dit que le pneu est toujours sur la voiture, c'est impossible de l'enlever, oui, c'est-à-dire que là, il est vraiment coincé, il y a eu une petite déformation, certainement, voilà, avec le roulage, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est vrai qu'on ne peut pas enlever ce pneu avant droit, et du coup, on ne peut pas le changer, donc il ne peut pas repartir en piste. Valtteri Bottas, c'est terrible, c'est vraiment l'abandon con, l'abandon bête, comme à mettre au même niveau que l'extincteur se déclenche dans la voiture et vous pouvez pas finir. Mais du coup, ça fait perdre des gros points à Mercedes. On leur souhaite pas, mais peut-être que ça pourrait compter en fin d'année. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, bien sûr. Et puis, bien sûr, Charles Leclerc qui n'a pas pris le départ. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment dommage. Leclerc qui a été étincelant pendant ce week-end et qui prouvait que la Ferrari quand même était là. Et donc, eh bien, malheureusement, c'est même pas l'abandon, c'est le non-partage, le non-départ de Charles Leclerc sur ce Grand Prix national. Il a une poisse incroyable, il n'a toujours pas terminé, que ce soit en F2 ou en F1, à Monaco. Hein, c'est absolument ça. Du coup, au niveau du classement du championnat du monde des pilotes, on a donc Max Verstappen avec 105 points devant Lewis Hamilton, 101 points. La lutte est évidemment engagée entre les deux maintenant. Lando Norris est 3ème avec 56 points devant Valtteri Bottas et Sergio Perez. Charles Leclerc est toujours 6ème maintenant il est maintenant 6ème du championnat, pardonnez-moi, devant Sainz, Ricciardo, Gasly et Esteban Ocon qui complète le top 10. Et au niveau du championnat du monde des constructeurs, c'est donc Red Bull qui mène avec 149 points, un petit point d'avance sur Mercedes pour le moment. McLaren est en 3ème position avec 80 unités, donc très bon, hein, McLaren qui était déjà 3ème l'an dernier, mais il n'y a que 2 points d'avance sur Ferrari. Donc la lutte entre McLaren et Ferrari, ça fait plaisir évidemment de voir ça. McLaren contre Ferrari, la lutte est vraiment engagée pour cette 3ème place au championnat du monde des constructeurs. Aston Martin est en 5ème position maintenant devant AlphaTauri et Alpine, mais il y a 2 points d'écart entre les 3 équipes. Alfa Romeo est 8ème avec 1 point, Williams 9ème et Haas en 10ème position, et ça ne va pas beaucoup changer à mon avis dans les semaines à venir pour ces équipes-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Monaco. Si vous voulez encore qu'on vous en parle de ce Grand Prix de Monaco, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous retrouver jeudi à partir de 20h30 sur cette chaîne Twitch, bien sûr, et vendredi matin, midi sur YouTube avec le Racing Café, bien entendu. Autour de moi, on va revenir notamment sur ce beau week-end monégasque, sur la victoire de Théo Pourchaire en F2 aussi, bien sûr. On va revenir sur les qualifications des 500 miles Indianapolis. Ça va partir dans 1h15 maintenant pour le run de la dernière ligne et ensuite le pole day. Les Français partiront 26e pour Simon Pagenaud, 27e pour Sébastien Bourdet. Ça va être absolument incroyable. C'est dimanche prochain, le 30 mai, donc à partir de 18h, les 500 miles Indianapolis. Prochain rendez-vous avec la Formule 1, c'est donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Mesdames et messieurs, le Grand Prix d'Azerbaïdjan donc qui aura lieu du 4 au 6 juin prochain, donc sur le circuit de Bakou. Là aussi, encore une fois, un circuit en ville, mais qui n'a pas du tout la même physionomie, bien sûr, que le tracé monégasque que l'on vient de visiter pour ce Grand Prix de Monaco, qui reviendront au calendrier après leur absence d'un an, suite évidemment à la pandémie que nous connaissons. Alors Valkyrie, on parlera peut-être de Formule régionale alpine, mais par contre, moi, ce sera pas moi qui le ferai, parce que j'avoue que j'ai pas pu suivre du tout, bien évidemment. Je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais moi, j'étais aussi à fond sur un autre événement, qui certes déroulait le soir, mais où la France termine deuxième. Donc un bon week-end français. Bien évidemment, une pièce sur qui pour la Pole Indy? Alors moi, c'est je pense quand même Dixon, ou peut-être un Tony Callan, s'ils ont réussi à trouver quelque chose, mais ça dépendra des conditions météo aujourd'hui, du côté d'Indianapolis aussi. Merci beaucoup, véritablement les amis, d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, ce débriefing, et on se retrouve bien évidemment jeudi à partir de 20h30 pour le Racing Café. Merci beaucoup, à jeudi, ciao ciao.